Bonjour et bienvenue à ce numéro de Belles Lettres qui reçoit pour vous un avocat de profession, un passionné d'écriture et de poésie, un féru de belles lettres, Patrick Kitenge, dit Pat le Gourou. Patrick Kitenge Tulle, dit Pat le Gourou, est natif de la RDC. Il est marié à Madame Linda Yema et père de 3 enfants. Il est détenteur d'un diplôme de droit de l'Université de Kinshasa, avocat de profession et plusieurs fois meilleur plaideur du barreau de Kinshasa-Gombe et de la Conférence internationale des barreaux francophones. Il se livre avec la même passion à l'écriture qu'il définit comme un déplacement émouvant des lettres qui impressionnent l'esprit. Il est l'auteur de 2 recueils de poèmes, Inspiration, poèmes insufflés et Actu Poésie, l'info dans la rime. Invité des belles lettres, Patrick Kitenge se veut ses gourous qui, en transmettant ses pensées, se fait un maître qui s'occupe de ses élèves. Pour lui, la force de la poésie réside dans le rythme et l'instrument. Et l'instrument de la poésie, c'est le cœur. Les poètes doivent donner ce qu'ils ressentent, ce qu'il a reçu avec une certaine dose d'émotion qui permet à son lecteur de se transformer ailleurs. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité chez vous. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres qui est une émission d'entretien autour de la littérature. Merci. Nous venons là de suivre une présentation officielle de votre personne. Et s'il vous était demandé de vous présenter brièvement à ceux qui nous suivent. Très brièvement, je dirais que je suis Patrick Kitenge, licencié en droit, avocat de profession. Et ceux qui me connaissent par mon nom de plume, je suis Pat le Gourou, auteur de Actu Poésie et aussi d'Inspiration. Inspiration qui est plutôt ma collection classique, oui, et Actu Poésie de ma collection justement que j'appelle collection quotidienne. Donc voilà, très brièvement, je suis ce que je viens de dire, un homme de lettres et un homme qui aime les lettres. Pat le Gourou. Gourou à la tête d'un groupe spirituel, gourou comme expert dans un domaine particulier. Pourquoi avoir opté pour ce nom de plume? Comme je disais il y a quelques minutes encore à une personne avec qui je parlais, c'est que gourou est pour les hindous, c'est que rabbi est pour les juifs. En fait, gourou c'est juste maître, oui, et très précisément un maître à penser. Et parce que justement, mes pensées à moi, je les divulgue à travers ma plume. Et je voudrais justement être celui-là qui, en transmettant justement ses pensées, se fait un maître qui s'occupe justement de ses élèves, de ses brebis. Okay. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Gourou pour faire... je trouve que ça fait fort déjà quand on prononce et ça me va. Okay. Belles Lettres est cette émission qui vous reçoit. Qu'est-ce qu'évoque en vous cette expression Belles Lettres? Bon, Belles Lettres, déjà moi je suis de ceux qui pensent que quand on écrit, il faut nécessairement bien écrire. Oui. Alors s'il y a dans un écrit la beauté, c'est suffisant pour capter toute l'attention de celui qui lit. Alors forcément, pour bien écrire, il faut forcément que les lettres soient belles. On se rend compte qu'en venant ici, c'est comme si on faisait un retour aux sources, parce que c'est quand on a les belles lettres que forcément la plume peut convaincre. Est-ce que cette beauté de lettres, elle est perceptible par tout le monde? Ah non, c'est ça le problème aussi, hein. Mais bon, ça reste une question de beauté, hein. Comme on dit, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. La beauté des lettres, c'est ça. La beauté des lettres, c'est de la couleur. La beauté des lettres, c'est du goût.
il est normal, il est logique aussi que n'importe qui ne perçoive pas la véritable beauté des lettres. C'est logique. Mais quand on écrit, on doit se faire justement le devoir de convaincre par la beauté de ces lettres. Il n'y a que comme ça que, comme je dis tout à l'heure, sa plume sera d'un côté convaincant, qui pourra rassurer l'auteur lui-même et pourquoi pas celui qui lit. Est-ce qu'il faut passer par une certaine initiation pour percevoir cette beauté-là? L'initiation, il y en a toujours, même lorsqu'on pense que c'est inné, mais je pense que la nature qui est la plus grande enseignante peut d'une façon ou d'une autre nous initier à quelque chose. Lorsque c'est inné, c'est aussi parce que la nature nous a initiés justement, mais on peut toujours aussi recourir à d'autres modèles, à d'autres exemples pour pouvoir justement faire de l'écriture son apanage. C'est important, il faut qu'il y ait une initiation quelque part. Et l'initiation se fait comment? Dans le cadre de la lecture? Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la lecture et de l'écriture, l'initiation s'est fait forcément en lisant et en écrivant. Et forcément, c'est toujours bien d'avoir des modèles dans ce que nous faisons. Quand on écrit, comme disait mon professeur de français, ne jamais écrire pour soi-même, toujours écrire pour l'autre, toujours écrire en se mettant à la place de celui qui lira, sortir de soi-même, prendre la peau du lecteur. C'est en ce moment-là qu'on se rend compte si ce qu'on a écrit est beau ou pas. Alors, il est important justement de s'exercer. Il faut s'exercer tous les jours à l'écriture, à la lecture, pour mieux écrire et mieux lire. Sur la 4e de couverture d'Actu Poésie, votre recueil, il est écrit, je cite, « Ainsi le gourou n'est pas un homme de lettres. Il est les lettres. Il devient ces mots et ces phrases qui se livrent au lecteur pour l'emporter ailleurs, en ces lieux où l'âme flirte avec l'écriture, avec les sons de la poésie. » Est-ce que vous assumez cette identité entre le gourou et les lettres? Oui, forcément. Et dans quel sens? Forcément, moi j'assume, comme Christ disait, ceci est mon corps, je vous le livre. J'ai envie de dire justement, ceci est mon écrit, je vous le donne. C'est en cela que je dis, je ne suis pas un homme des lettres, je suis les lettres. Je suis mes mots et mes phrases. Ensuite, je vous les donne. Quand on lit le gourou, je ne veux pas qu'on lise une partie de moi. Je veux que quand on me lit, eh bien, que ce soit ma personne justement qu'on côtoie en ce moment-là. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme des lettres, je suis moi-même les lettres. Je me donne justement au lecteur comme Christ s'est donné pour sauver l'humanité. En fait, la poésie, pour vous, c'est une vie que vous transmettez. Absolument, absolument. La poésie, il n'y a pas plus fort qu'un don de soi. C'est pour ça que même pour sauver ce monde, il fallait que Dieu se donne lui-même. Moi, je fais de même. Quand j'écris, je me donne à celui qui lit. Je fais vraiment ce qu'on appelle un don de soi. Pour moi, la poésie, c'est cela. C'est le don de ce qu'on ressent, le don de ce qu'on a reçu et qu'on donne justement avec une dose certaine d'émotion pour permettre à celui qui lit de se transposer ailleurs, de sortir de lui-même et de se rendre compte que les lettres, les mots, les phrases peuvent réaliser des miracles. Quand est-ce que vous vous sentez poète? Est-ce quand vous produisez des rimes, des images qui éblouissent vos auditeurs ou... Je ne me sens pas poète quand j'écris. Oui. Personnellement, je me sens poète lorsque je reçois justement comme une sorte de suggestion ou comme une sorte d'ordre qui me viendrait de n'importe où ou de n'importe quoi pour écrire. En ce moment-là, je me sens poète. Lorsque j'ai écrit, je voudrais que celui qui me lit se sente justement poète. C'est en cela que
Mon devoir à moi, c'est de transmettre en entier l'émotion qui m'a poussé à écrire. C'est en ce moment-là que lorsque je ressens cette émotion-là, moi je me sens poète. Et quand j'ai fini d'écrire, je voudrais que celui qui me lit se sente poète. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui réduisent la poésie à un exercice littéraire? Produire des rimes? Bon, après, la poésie est un exercice. C'est un exercice, même si on... Non, mais ça reste un exercice. Dans tous les cas, ça reste un exercice. Après, est-ce que c'est essentiellement un exercice de production de rimes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La règle dans ce que nous faisons, la règle dans l'écrit, et même dans la poésie, c'est la beauté de l'écriture. C'est l'émotion qu'elle en procure. Si le texte ne réussit pas à procurer au lecteur une émotion certaine, alors on l'a échoué. On l'a échoué. Nous autres qui voulons être de l'école de ceux qui s'appellent puristes, on n'écrit pas sans rime. Personnellement, je n'écris pas sans rime. Oui. Parce que je pense que la rime, la rime est un élément important et naturel de la poésie. Il existe ce qu'on appelle le style libre, ce que d'aucuns appellent le style moderne. C'est dommage, comme me disent certains, moi j'ai raté le train, je suis resté dans mon antiquité avec mes textes où je compte les pieds et j'ai fait avec les rimes. Je suis resté un peu à l'époque de Lamartine, à l'époque de Corneille, je suis de ce monde-là. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait en fait la force de la poésie? La beauté, autre chose? La force de la poésie, oui. C'est dans deux choses. C'est dans le rythme oui. et l'instrument. L'instrument de la poésie, c'est le cœur. En fait, la force de la poésie, c'est qu'on n'a pas besoin d'un fond sonore pour que le texte soit beau. Il y a poésie lorsque la beauté se dégage d'elle-même par l'écrit ou par la déclamation. C'est ça la force de la poésie. Il y a poésie lorsque le texte, ou même quelle que soit l'œuvre en présence, dégage à elle seule le contenu suffisant de la vocation et de l'émotion. La force de la poésie, c'est en cela. Une chanson a généralement besoin d'être accompagnée d'instruments. Notamment, oui. La poésie n'a pas besoin d'un autre accompagnement que le cœur lui-même, parce que c'est dedans qu'il faut aller trouver l'émotion. C'est ainsi que je dis toujours que lorsqu'un poème, lorsqu'un texte est présenté comme poème, mais qu'il ne réussit pas à faire d'un autre cœur s'envoler, on a raté son texte. Est-ce l'islam, c'est une poésie? Il y en a qui disent que c'est de la poésie chantée. Oui, mais après, beaucoup de choses peuvent être de la poésie. Moi, ma question, c'est toujours, est-ce que c'est un poème? Parce que la poésie, on la retrouve partout. On peut retrouver de la poésie dans la présentation d'une statue. On peut retrouver de la poésie dans la façon de parler d'une jeune dame. On peut retrouver de la poésie dans sa façon de se vêtir, dans sa façon de parler. Mais on ne retrouve pas le poème forcément partout. C'est ça, c'est lorsqu'on réussit justement à avoir un poème qui justement fait se dégager toute la poésie, c'est là qu'on est complet dans ce qu'on produit. Pour revenir au slam, oui. Bon, moi j'ai toujours pensé, je me suis toujours dit, après le slam c'est un style différent. Le slam est un style différent. C'est toujours beau lorsque le slam dégage de la poésie. C'est en cela qu'il est réussi aussi. Le slam a son style de déclamation. Le slam a sa façon rythmée. Mais dans un poème, toutes ces façons-là qui existent déjà sont des façons qui sont dictées essentiellement par le cœur. Essentiellement. Dans le slam, on peut trouver un texte qui ne s'adresse qu'à l'intellect.
En poésie, on ne devrait pas trouver des textes qui ne s'adressent qu'à l'intellect. Un poème, une véritable poésie, doit d'abord s'adresser au cœur. Parce que c'est le cœur qui contient justement l'ensemble de nos émotions. C'est ça le plus important avec la poésie. Est-ce que la poésie a encore sa place dans une société matérialiste, utilitaire plutôt? Oui, la poésie a sa place. Parce que je vais prendre le côté matérialiste en l'associant avec les femmes, parce que généralement on dit que les femmes sont comme ça. Oui, mais c'est toujours bien. Même une femme matérialiste, oui, si elle veut avoir son matériel, devra user d'un peu de poésie. La poésie, on en a besoin. Elle va se vêtir, elle va se maquiller. Mais si elle est belle, ça signifiera que son physique dégage une certaine poésie. En ce moment-là, si elle réussit à avoir de toi quelque chose, je ne sais pas si elle est matérialiste, en tout cas elle aura eu son matériel grâce justement au côté poétique qu'elle aura dégagé. La poésie a sa place partout. À quoi peut-elle servir? Déjà adoucir les mœurs, c'est important, et à amener chacun. Vous savez, même lorsque vous prenez la Bible, vous trouverez qu'il y a toujours une part de poésie dans ce qu'on fait, dans l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis du Seigneur. Il y a toujours une forme de poésie. Il est écrit que Dieu aime la louange. Alors lorsque on fait cette louange-là avec une certaine beauté, c'est de la poésie. La poésie a sa place partout, en religion, en politique. Il y a toujours de la place pour la poésie. Même dans le football, lorsqu'un geste est réussi avec une certaine beauté, on a l'impression que justement, il dégage une certaine forme de poésie. La poésie a toujours sa place. Jusque-là, vous êtes auteur de 2 recueils de poésie. Inspiration, poème insufflé, et Actu Poésie, l'info dans la rime. Oui, en effet, c'est oui, sont les 2 recueils. Inspiration me fait penser à un texte d'un poète congolais qui, parlant de l'acte poétique, a écrit ceci, je cite. Il écrit ceci: on est poète quand, par moment, on devient capable d'anesthésier son âme, de faire taire ses dissensions, pour la mettre dans les dispositions, de saisir l'inspiration, de s'extasier devant la beauté et de la traduire en musique en jouant sur les notes de mots à sa disposition. Que vous inspire ce texte par rapport à l'acte poétique? Justement, comme je disais tout à l'heure, ce qui est bien dans ce qu'il écrit, c'est qu'il parle de beauté, oui, des mots, oui, il parle de l'âme. Alors, je voudrais rejoindre dans cette définition, prendre les mots de Chateaubriand lorsqu'il parlait du chant de l'âme. Oui. En fait, la poésie doit être cela. La poésie doit être un chant, c'est vrai, il a parlé de musique. C'est le complet, en fait, de la poésie. Alors, maintenant, l'avantage avec la poésie, c'est que cette musique-là, c'est un chant, on va permettre la répétition, est un chant chanté par l'âme. C'est en cela qu'on aura réussi son texte, lorsque l'âme chante. Que ce soit l'âme de celui qui écrit ou de celui qui lit, il faut que l'âme chante. Lorsque l'âme ne chante pas devant un poème, le texte n'est pas réussi. Alors, c'est en ce moment-là, comme je disais, moi je disais qu'on est poète, justement, et il a raison. Oui. Lorsque on est capable, à un certain moment, de capter, de saisir ce qui vient, c'est en ce moment-là, comme je disais, c'est en ce moment-là que moi je me sens poète. Et quand j'ai fini d'écrire, je voudrais que celui qui me lit se sente poète. Parce que je lui transmets moi. Je lui transmets ce que je suis. Je lui transmets ce que j'ai reçu. Je me transmets moi-même à travers mes écrits. Alors, lorsque en me transmettant, je n'arrive pas à lui procurer l'émotion que moi j'ai reçue, je n'ai pas bien écrit. Vous dites que la poésie est un chant de l'âme. Un chant de l'âme. Un chant inspiré et non pas improvisé.
Peu importe. Oui. Peu importe, parce que la capacité de l'âme, Oui. c'est aussi de saisir une improvisation. L'âme doit être capable de faire tout ça. On peut improviser, c'est vrai, pourvu justement que l'âme chante. Que ce soit inspiré ou non, il faut que l'âme chante. Celui qui lit, celui qui parcourt un recueil de poèmes, Oui. ne doit pas se rendre compte, ne doit pas chercher à savoir est-ce que c'était improvisé ou pas. Il y a des textes qui nous viennent comme ça. Oui. Vous êtes au volant, vous êtes assis quelque part, vous êtes en train de faire autre chose. Il y a un autre texte qui vient. Il y a un texte qui te vient rien qu'en observant quelque chose qui passe telle une fulguration. Mais lorsque ça vient, c'est de l'improvisation. Quand tu te mets à écrire, tu improvises, mais dans tous les cas, on a toujours l'impression que c'est une inspiration qui vient tel un flash. Alors que ce soit improvisé ou pas, pourvu que l'âme chante. C'est ça le vrai poème. Donc, tout poème n'est pas que inspiré. Il y a un poème qui peut être inspiré. Et dans ce cas-là, on peut parler d'une muse qui inspire. Le poète, ou cette inspiration vient d'où? Bon, comme je disais, il n'existe pas une seule source d'une inspiration. Pas du tout. N'importe quoi peut inspirer. Vraiment. D'ailleurs, la beauté de la poésie, c'est cela. L'âme étant lui-même immatériel, Oui. peut justement procurer des émotions ou des sources intarissables. C'est ça la beauté de la poésie aussi, c'est qu'on peut être inspiré par un mouvement, par un son, par un bruit, par une image. N'importe quoi peut inspirer le poète. Alors le plus important, le plus gros travail, Oui. c'est de prendre ce qui inspire et en faire justement quelque chose qui respire. C'est ça le plus important. Donner respiration à ce qui est immatériel, c'est ça justement que doit être le travail du poète. Lorsque les écrits respirent, le souffle justement se transmet chez celui qui lit. Et lorsque c'est transmis, ça vient avec l'émotion qu'on a reçue en écrivant, là le texte est réussi. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un certain environnement pour écrire, ou vous écrivez quand l'inspiration vous saisit? Personnellement, j'écris n'importe où. N'importe où? Personnellement, j'écris n'importe où, surtout dans ma collection quotidienne Actu Poésie. Oui. J'écris n'importe où parce que Actu Poésie, ce sont des textes qui doivent être, qui ont le côté spécifique d'Actu Poésie, c'est que ce sont des textes qui ont la particularité d'être instantanés. Oui. Lorsque ça vient, lorsqu'il y a une actualité, je ne peux pas laisser passer beaucoup de temps, sinon la nouvelle n'est plus actualité. Puisque c'est une actualité que je suis obligé d'écrire, j'écris n'importe où. Il m'est déjà arrivé de stationner, Oui. juste parce que je dois prendre mon stylo et mon agenda ou mon carnet pour mentionner quelque chose que je relirai après, juste parce que l'actualité n'attend pas. Donc pour ça, je n'ai pas besoin d'un environnement précis. Ok, on va parler d'actu poésie après. Revenons à inspiration. Okay. De quoi est-il question dans ces recueils-là? Inspiration, c'est... le plus gros défaut d'inspiration, c'est que c'est un ensemble de textes qui ne sont pas des textes d'amour. On pourra trouver de l'amour dedans, Oui. mais ce ne sont pas des textes d'amour parce qu'on pense toujours que le poème ou la poésie, le chant de l'âme, c'est toujours de l'amour. Mais inspiration, c'était un défi justement pour essayer de montrer qu'on est capable d'élever le niveau de l'inspiration elle-même, mais surtout le niveau de l'émotion avec autre chose que de l'amour. Il est question justement de mettre ensemble des textes qui nous envoient dans ce que nous sommes nous-mêmes dans notre profond, à travers justement l'au-delà et l'endroit qui reçoit le corps lorsque l'âme doit aller dans l'au-delà, donc un cimetière, des choses comme ça, des visions. C'est ça en fait l'objet même d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous lire un texte d'inspiration pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une idée sur ce recueil? Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, je vais lire
Alors, je vais lire, le texte s'appelle « Moi ». Moi. Moi, c'est le tout premier texte d'inspiration, même s'il est à la page 37. Oui. Parce que le défi, c'était, puisque c'était de ne pas parler d'amour forcément, je voulais parler d'autre chose. Ensuite, je me suis rendu compte que ce que je suis moi-même, Oui. est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux me considérer comme la source de ma propre émotion? Alors j'ai écrit moi. Oui. Voilà. Il est toujours difficile de parler de soi. Ce soir-là, devant une foule en émoi, j'ai trouvé occasion de parler de moi. La tentative pourtant me donna froid, mais l'important fut la confiance en moi pour réussir l'épreuve en ce début de mois. La gorge sèche, je ressortis de mon toit. La mine incertaine, j'eus la gueule de bois. Le pas alourdi, je m'abritai dans mon surmoi. Presque moqueur, on me demanda pourquoi. Tranquille, je répondis d'un sourire surnois, conscient de leur caractère narquois. Me voir, on aurait voulu aux abois, juste bruyant, tel ce chien qui aboie, mais je les repoussais comme des putois. Ce genre de pari justifiait mon choix, sans égard aux exigences de leur loi. Je m'avançais, non sans peur, dans le foie. Un pied devant l'autre, je trébuchais, parfois. Des mots insensés, je balbutiais, quelquefois. Ce discours fut un vrai chemin de croix. Me voici, les pieds brûlant sur les gravois, aucun ciment de sirène sur cette voie. Esselé et suffocant comme un anchois. Sur la stèle, cette nuit-là, je me revois, immobile, frêle, fragile, mais en joie, telle une sépulture, objet d'un acte de foi. Tout m'y parut si simple de surcroît, pourtant le constat était clair en soi, il est toujours difficile de parler de soi. Fantastique. Merci. Le Voilà. moi pour vous. Vous pouvez le définir en quelques mots? Le moi, c'est... Alors, le moi a beaucoup de définitions, hein, mais après, on ira forcément chercher en psychologie, tout ça. Ouais. Mais moi, au-delà de la psychologie, je veux dire en quelques mots, c'est que le moi, c'est la petite caisse que nous avons chacun en lui, où se trouve le véritable nous. C'est là où on va chercher l'origine de notre propre identité, l'origine de nos actes, savoir pourquoi on est comme ceci et pas comme cela. Mais souvent, ce moi-là est étouffé Oui, dans notre vie de tous les jours. oui, le problème c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un caisson où on va chercher. On va chercher de temps en temps parce qu'on se rend compte que ce que nous sommes, à un moment, ce n'est pas nous. C'est lorsqu'on fait justement ce voyage en nous-mêmes. C'est pour ça que certains philosophes ont toujours dit que la plus grande des rencontres, Oui. c'est celle qu'on fait avec soi-même. Tout à fait. Alors il faut aller se chercher. Il faut entrer en soi-même pour aller trouver ce que nous sommes réellement. Parce que quelquefois, ce que nous sommes, c'est le fruit de ce que les autres pensent de nous. C'est le fruit de ce que la société pense de nous. Alors quelquefois, dans un calme, dans un silence, on peut toujours retourner chacun en lui pour chercher qui il est réellement. C'est comme cela que je pense le moi. Par la voie de la méditation? Oui, après par n'importe quelle voie, mais bon, il faut dire que généralement on va prendre ça par la voie de la méditation. Tout moment silencieux ou pas, qui te permet en tout cas de faire, comme on dit en psychologie, une sorte d'introspection justement, oui, qui te permet d'entrer en toi-même, de fouiller en toi et si possible de te rencontrer. Ok. Venons-en à votre deuxième recueil, Actu Poésie. L'info dans la rime. Est-ce votre propre concept ou vous vous êtes inspiré de ce qui se fait ailleurs, sous d'autres cieux? Alors, Actu Poésie, c'est mon concept. En fait, j'ai pensé que quand j'ai publié en 2018 mon premier recueil, oui, je voulais faire quelque chose. Moi,
La poésie classique, elle a cette difficulté-là, c'est que quelquefois elle répond à une logique mathématique. Lorsqu'on compte les pieds et tout ça, je voulais prendre mon temps pour faire quelque chose de différent, mais toujours dans le classique. Mais je me suis dit, attendre de faire cela risquerait de créer un grand vide. Alors je vais penser quelque chose qui me permettra d'être dans la tête de ceux qui me lisent et dans leur cœur, pourquoi pas, quelque chose de quotidien si possible. Oui. C'est là qu'est m'est venue l'idée d'Actu Poésie. Il me fallait quelque chose qui ne m'obligerait pas à réfléchir beaucoup en termes d'inspiration. Donc je me suis dit, la matière, c'est dans l'actualité, justement parce que dans l'actualité, j'ai des événements qui peuvent me permettre d'écrire tous les jours. Je prendrai ces événements-là que je mettrai en musique pour réaliser un poème. Pendant ce temps, je serai concentré pour ma collection classique. Qu'est-ce que vous visez derrière cette poétisation de l'actualité? Arrondir les angles, parce qu'il faut dire que chez nous, par exemple, à 95%, les actualités ne sont jamais agréables. Ces tueries à Béni, ce vol au marché central, on peut toujours arrondir les angles, donner à quelqu'un envie de revivre l'actualité, mais différemment. Comme j'ai dit, vraiment arrondir les angles, donner un côté agréable, habiller en fait l'information et la donner aux gens sans qu'ils ne ressentent forcément le côté cruel de la nouvelle qui leur parvient. Là, vous évoluez dans le créneau d'une poésie engagée. Ça dépend. Si on reste dans le sens premier de l'adjectif engagé lorsqu'on met à côté de poésie, oui, c'est que le côté engagé, c'est le côté qui fait se réclamer quelque chose, ou ce côté qui justement est utilisé dans une certaine forme de réclamation, de revendication. Moi, je ne suis pas... C'est pour ça que j'ai toujours dit, Actu Poésie, ce n'est pas de la poésie engagée. Le seul engagement que moi j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même, c'est de produire des très beaux textes. J'aime bien écrire, c'est l'engagement que j'ai. Après, mes poèmes ne sont pas des poèmes engagés. Ça peut ressembler à des textes engagés, suivant certains contextes. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire, dans l'acceptation de engagé, on ne peut pas dire que je suis un poète engagé, même si de temps en temps, je peux toujours en revêtir les habits. Que pensez-vous de Baudelaire, Charles Baudelaire, un poète français pour qui la poésie n'a d'autre but qu'elle-même et pas autre chose? On épousera ça forcément. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression... C'est pour ça que je disais que la beauté de la poésie, c'est qu'elle se suffit. Elle se suffit. Lorsqu'on est dans la recherche du beau, on n'a pas besoin de chercher le beau pour aller convaincre d'autres personnes. Il suffit de trouver le beau et c'est suffisant. La poésie, c'est un peu comme un tableau devant lequel le peintre se trouve. Il regarde son tableau et il se dit c'est beau et il va dormir en paix. C'est en fait ça, juste chercher à sortir une certaine beauté. Si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais ce n'est pas fait pour plaire. Mais lorsque un autre se trouve devant le tableau de la poésie et que ça ne lui plaît pas, on peut avoir une boule dans le cœur en disant on n'a pas réussi son tableau. La poésie justement se suffit. Il suffit de la trouver, pas forcément pour aller chercher d'autres personnes ou autre chose. Il suffit de la trouver et c'est tout. Il suffit de peindre le tableau et c'est tout. Vous voulez dire qu'on ne peut pas utiliser la poésie pour conscientiser, par exemple? Si, de même, on peut utiliser un tableau de Picasso pour conscientiser. De même, la poésie... Mais le but premier de la poésie, ce n'est pas de conscientiser, c'est la beauté. Le but premier de la poésie, ce n'est pas de conscientiser. La beauté. C'est de sortir une forme de beauté qui était cachée. C'est de révéler. La poésie, c'est un peu comme la démarche du Christ. Lorsque le Christ parlait aux disciples et aux autres, ce n'était pas pour les convaincre, c'était pour leur dire ce qu'il sait et ce qu'ils doivent savoir. À chacun, justement, comme dit la Bible. La poésie, c'est un peu la fable de deux chemins. Quand on est devant deux chemins, Dieu te met là. C'est à toi d'opérer un choix.
Il ne fait pas ça pour trouver un objectif. Non, il n'y a pas d'objectif quelconque, si ce n'est de révéler en toi. Parce que la beauté, dans ce cas-là, ce sera de prendre le bon chemin. La poésie, c'est pour faire sortir le beau, que seule l'âme jusque-là voyait, pour mettre ça à la disposition des yeux physiques, pas pour les convaincre. Mais ce serait encore plus beau lorsque les yeux physiques seront convaincus. Ne craignez-vous pas que dans l'exercice auquel vous vous livrez dans Actu Poésie, que la poésie ne joue finalement que le rôle de servante de l'actualité, de l'histoire? Oui, dans Actu Poésie, oui. La beauté inhérente à la poésie ne disparaît pas. Mais il ne faut pas oublier que Actu Poésie, c'est actu et poésie. Il faut nécessairement que le texte du jour sorte l'élément actualité, mais qu'il le sorte dans une certaine forme de beauté. En ce que Actu Poésie contient à la fois le physique et l'immatériel. L'immatériel, ce sera cette âme qu'on va titiller avec les mots de la poésie, mais avec les nouvelles. Les nouvelles vont concerner le corps parce que c'est ce qu'on subit tous les jours, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais le côté poétique, ce côté qui va se ressortir, la couverture ou la pierre pour tailler, le côté aigu et pointueux de l'actualité, de sorte à arrondir les angles, c'est ce côté poétique justement. C'est ça qui fera que, quel que soit le côté choquant de la nouvelle, avec Actu Poésie, on sera toujours capable de lire et relire plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous lire un texte d'Actu Poésie? Oui, bien sûr. Ceux qui nous suivent se fassent une idée sur le recueil. D'accord. Je vais prendre un texte qui est à la page 302. Oui. Un texte qui parle de béni. D'ailleurs, le titre c'est béni avec un point d'interrogation. J'irai te chercher, béni, toi bien entouré mais seul. Je serai ce fils maudit qui retire ton linceul pour voir encore tes yeux, ceux qui aujourd'hui se ferment, car transpercés par l'odieux, ton éclat, voilà bien terne. Massacre, Ebola et viol, ainsi que élections reportées, pillage, tuerie et vol, valse des espoirs déportés. N'est-ce pas une parodie de voir une bénie maudite, objet de toute perfidie, avec des souffrances en redite? J'irai te chercher, béni, toi bien entouré mais seul. Je serai ce fils maudit qui retire ton linceul pour voir encore tes yeux, ceux qui aujourd'hui se ferment, car transpercés par l'odieux, ton éclat, voilà bien terne. Actu Poésie, voilà. 2019. 2019. Et vous vous promettez d'écrire indéfiniment des recueils? Après, bon, indéfiniment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Actu Poésie, ce recueil-ci, c'est l'Actu Poésie, toute l'actualité de 2019 en poésie. Il y aura déjà d'ici février, si Dieu prête vie, d'ici février 2021, il y aura la collection Actu Poésie 2020. Et j'espère évoluer comme ça. Jusque quand? Je ne sais pas, mais comme mon père me disait, tu vas évoluer comme ça, soit jusqu'à ce que tu t'arrêtes, soit jusqu'à ce qu'on t'arrête. Est-ce que vous avez encore d'autres projets d'écriture? Oui, des projets d'écriture, j'en ai beaucoup. Là, je viens de finir un théâtre classique. Parce que moi, c'est vraiment le classique. Je viens de finir un théâtre classique. Ensuite, je suis déjà dans un tout autre projet qui est un projet de littérature africaine. Puisque moi, si je suis vraiment dans la poésie, ce sera des poèmes essentiellement à réalités africaines. Donc, c'est sur ce projet-là que je suis maintenant. Donc, voilà, le théâtre est fini, le projet, je suis à fond
dans le projet de poésie africaine. Que pouvez-vous dire à ceux qui nous suivent et qui ont besoin de se procurer Actu Poésie et Inspiration? Déjà, ceux qui nous suivent, au-delà d'avoir le recueil, c'est que je voudrais dire, le message c'est que il y a une certaine beauté, une beauté certaine dans la lecture. Ce serait bien de se mettre à lire, on se rendra compte que le monde n'est pas aussi petit qu'on le pense, mais il n'est pas non plus aussi grand qu'on peut le craindre. Il faut lire. Quant à mes ouvrages, Actu Poésie et Inspiration. Inspiration, on peut trouver déjà à la bibliothèque des éditions L'Harmattan, oui. Qui est sur Nyangwe. On peut trouver Inspiration sur Amazon, sur le site de Fnac. Oui. Bref, voilà, sur Internet, on peut trouver tout ça. Actu Poésie, il y en a dans la bibliothèque du Centre culturel français. Oui. Il y a Actu Poésie chez nous-mêmes, on peut trouver. Et on peut trouver Actu Poésie aussi en ligne chez Zoom 243. Voilà. Voilà, quand on est contacté directement, on peut se faire livrer un ouvrage du gourou. Et là, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vous a reçu? Alors, Belles Lettres, pour nous qui sommes dans la littérature, c'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor parce que on a toujours besoin d'un plateau, on a toujours besoin d'un tremplin, oui. On a toujours besoin d'un espace. Parce que, et c'est bien dommage, chez nous la littérature fait partie de ce qui recule, fait partie de ce qu'on oublie. Oui. Alors quand on a comme ça, Belles Lettres en elle-même constitue, c'est une émission, constitue une opportunité. Alors on ne peut que louer ce genre d'initiative qui nous permet justement de nous exprimer. Pas seulement à travers nos ouvrages, de nous exprimer nous-mêmes, nous détachons un peu de nos ouvrages et pour dire ce que l'on sait, ce que l'on sent, oui. Sans forcément que ce soit dans un ouvrage. Alors voilà, ce n'est pas seulement une émission, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Et pour ça, merci encore et toute notre gratitude à vous, Monsieur Laurent, et à toute votre équipe. C'est à nous plutôt de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci pour tout et merci pour votre prestation. Merci. À vous aussi, nous disons merci pour nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye. Bye bye. Bye.